bientôt dites, mais Philips a dénoncé son petit copain. Et quand on dénonce, on bénéficie d'une remise. Donc là, il n'y a eu que 133 millions. Et donc ça, c'est pour aller vite, avec aussi la prohibition des abus de position dominante. Enfin, vous avez une position dominante, vous avez le droit d'être le meilleur, mais vous n'avez pas le droit d'écraser tout le monde. Voilà. Et ça amène le contrôle des concentrations. Quand il y a deux entreprises de taille européenne veulent fusionner, ils doivent demander l'autorisation à la Commission. Et ce qui a été le cas pour Siemens et Alstom, ça a été refusé. Ça peut être en France. Non, c'est aussi pour Schneider et Legrand. Ça a été, il y en a d'autres qui sont acceptés. Schneider et Legrand, c'était refusé. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Bon, là je ne connais pas le dossier, je ne sais pas comment ça a été fait, mais vous savez, quand on notifie une fusion entre deux entreprises de cette taille-là, c'est pas le chef du contentieux qui se dit « Ah bah tiens, au fait, il faut que j'aille déposer mon dossier à la commission. » Bon, allez, je dépose comme ça. Il y a des pourparlers. En général, ce qu'on a demandé notamment à ces entreprises, c'est qu'elles se séparent de certaines activités, notamment les signaux, pour éviter qu'elles aient le monopole. Donc il y a des discussions qui sortent à la forte. Et comme ils ne l'ont pas fait, ça a été refusé. Donc c'est à cause de l'Europe, enfin c'est peut-être aussi parce que le dossier n'a pas été bien préparé, hein, c'est possible. Enfin, donc c'est refus. Qu'est-ce qu'on a aussi pour les éditions? Il y a eu l'autorisation Vivendi, Lagardère, la fusion Lactalis-Soria, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste. Alors là, deuxième point, concurrence loyale et absence évidemment d'aide d'État. On entend souvent l'entreprise, actuellement dans la Sarthe, il y a une papeterie qui ferme ses portes, elle a 700 salariés. On dit mais que fait l'État? Bah rien. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas donner de l'argent parce que c'est une aide et qu'elle est interdite. Bon, il y a des aides qui sont autorisées. Les aides peuvent être autorisées, mais il faut déposer un dossier, il faut dire j'aide telle et telle entreprise pour telle et telle raison. Mais le principe, c'est qu'on ne peut pas aider les entreprises. Non, pas. Dans le Nord, on a eu le problème du scandale Samsonite. C'est possible. Il y a un moment. Mais il faut demander. Effectivement, l'État, bon, l'usine a quand même fermé, mais l'État a pu avoir. Mais il fallait une autorisation. Il fallait une autorisation, c'est pas de plein droit. Non, ce que je veux dire, c'est pas de plein droit. Les aides d'État sont prohibées, c'est le principe. Il y a des exceptions, mais il faut demander la permission. Donc, est-ce qu'une prise de capital est considérée comme une aide? pas du tout, alors. Mais l'État peut nationaliser. C'est ce qu'a fait M. Mitterrand en 1982. On a nationalisé. C'est pas interdit. Mais il faut que l'État. Comment? En 2009, avec la crise. C'est possible qu'on ait nationalisé. En Angleterre, ça s'est fait. La Royal Bank of Scotland a été Oui, directement par l'État britannique. Oui, c'est possible, ça c'est pas un problème. Bien, vous pouvez nationaliser, vous pouvez entrer au capital, mais à une condition, c'est que l'État se comporte comme un actionnaire normal. Donc si vous entrez au capital d'une entreprise pour combler les déficits au bout de chaque année, ça ne va pas. Si vous entrez au capital, c'est pour gagner des sous. Donc on veut bien que vous en perdiez un an ou deux, mais pas plus. Donc des prises, oui, on dit pourquoi les Ford Bordelais, on dit, c'est un bon exemple, ça Ford, on dit, mais il faut nationaliser. Peugeot, ici, il y a quelques années, oui. Quand le gouvernement est rentré au capital de Peugeot. C'est pas un problème, on a même il n'y a pas d'autorisation à demander, puisque c'est une entrée au capital. Mais après, on doit se comporter comme un actionnaire, l'État doit se comporter comme un actionnaire normal. Donc on dit pour Ford, il faut nationaliser. Oui, on peut nationaliser, mais on va changer d'actionnaire, la situation économique sera toujours la même.
Et on dit aussi qu'il faut boycotter Ford. Est-ce qu'on peut boycotter Ford? Non, ça c'est interdit. Bah, c'est... Si, bon, on peut le faire, mais l'État ne peut pas le dire. Voilà. Vous pouvez dire, puisque c'est comme ça, Le consommateur. j'achète pas de Ford, mais l'État ne peut pas dire D'acheter pas de Ford, parce que sinon il va se retrouver à Luxembourg avec une procédure. Alors, pour aller vite quand même, les aides d'État sont interdites. Ça a mené aussi, parce qu'il faut que je parle un peu de la politique, ça a mené aussi le changement, l'aménagement des monopoles. Là, j'ai, par exemple, les pompes funèbres. Non, mais le monopole des pompes funèbres n'existe plus depuis 1998. Avant, c'était les pompes funèbres générales. Les téléphones. La poste. Moi, j'ai commandé, je vais bien commander des livres. C'était avant-hier. J'en commande pas des tonnes. Hein. Mais j'ai reçu 3 livraisons de 3 entreprises postales différentes. Là, c'est le monopole de la poste. La distribution du tabac, est toujours un monopole. Oui, le tabac, c'est toujours... Je parle de la distribution, hein, je parle pas de la... Ah, la distribution. Oui, le bureau de tabac, c'est un monopole. Oui. Et ça existe aussi en Italie, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, Ça, pour c'est quelle... autorisé, ça. Oui, c'est autorisé. Alors, pour quelle raison c'est peut-être pour Quand la... ça a été signé, ça fait partie des... Peut-être. Là, je ne peux pas vous donner... Parce que c'est lié aussi à l'histoire de la santé. Donc Il y a la santé et puis il y a la perception... Parce qu'en Allemagne, le tabac a été vendu librement comme aux États-Unis dans des distributeurs de... Il n'y a pas de problème, mais... Il y a la taxe. Voilà. Alors, les marchés publics, je vous rappelle, hein, pour mémoire, que quand on doit faire des appels d'offres, alors pour les travaux, à partir de 5 200 000 €, et pour les fournitures, à partir de 134 000 €. Parce que parfois on dit, mais enfin, c'est un scandale, la police française roule dans des voitures Ford. Hein, elle roule dans des voitures Ford, c'est vrai. Si vous regardez la télé, vous voyez que la police a des voitures Ford, et on a voilà. Ben oui, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait changer le parc automobile, on a fait un appel d'offres européen, et c'est Ford qui l'a remporté. Pour le véhicule tout-terrain de l'armée française pour remplacer les P4, il y a eu un appel d'offres, et c'est une société aussi allemande, je crois, qui a remporté le marché. J'avais pris, mais bon, tant pis, je vais vous dire quand même. J'avais pris des exemples, mais c'est pas la Grèce, hein. Non, mais c'est la métropole européenne de Lille. C'est idiot, hein, ça date du mois de février. Alors, c'est l'appel d'offres pour le transport et la mise en place d'un groupe électrogène, pour un réservoir d'eau potable à Mons-Flers, pour réparation structurelle, réhabilitation de l'étanchéité intérieure de la cuve droite, d'une capacité de 30 mètres carrés. Je pourrais vous en citer en veux-tu, en voilà, mais des appels d'offres sont obligatoires. Donc, appel d'offres, aménagement des monopoles. Alors, on a vu la poste, l'électricité, le gaz. C'est ouvert aussi à la concurrence. Et puis, le prochain chantier, ce sont les transports ferroviaires. Alors, les transports ferroviaires, il y a le fret qui est déjà libéralisé, le fret local puis le fret international. Les lignes, après le transport des voyageurs, il y a déjà des lignes internationales. Alors, j'avais noté, il y a Paris-Venise et Marseille-Milan, mais par des sociétés italiennes. Hein. Et ce qui est intéressant dans Marseille-Milan, c'est que ces lignes, cette compagnie italienne, peut faire du cabotage. C'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter à Nice et à Toulon. Donc si vous pouvez prendre le train à Toulon pour aller à Milan,
et voyager dans une voiture de la compagnie. Il y a Paris-Francfort aussi. Comment? Paris-Francfort, Ah, avec lycée allemand. c'est possible aussi, oui, c'est des lignes internationales. Donc ça va se développer aux lignes intérieures. Alors pour les lignes intérieures, il y a deux choses. Il y a les grandes lignes où tout le monde va pouvoir venir. Les grandes lignes, ça a déjà été prévu. Lille, Paris, Lyon, Marseille, Par exemple, on peut. Et puis après, vous avez les autres lignes, les TER ou autres, où là, il faudra répondre à un cahier des charges, ça sera soumis à. Il y aura une soumission, il y aura un appel d'offres, et ensuite, il faudra choisir le plus moins disant. Et puis il y a des lignes où personne ne vous aura. Peut-être, mais à ce moment-là, si vous voulez, les aides sont toujours possibles, si elles sont autorisées. Si c'est pour maintenir ce qu'on appelle les services d'intérêt généraux, alors, il peut y avoir une subvention, comme pour la Corse. Pourquoi on se bat, à un certain moment, les compagnies se battaient pour faire le trajet entre Marseille et... tout simplement parce que c'est subventionné, parce qu'il y a une obligation de continuité territoriale. Et donc c'est possible dans ces cas-là. Et après, ça dépend aussi comment on bâtit l'appel d'offres. Alors là... Parce que par exemple, c'est l'exemple de la SNCF, c'est pour ouvrir par exemple la ligne, admettons TGV Lille-Paris à la concurrence, si on n'ouvre que ça, il n'y a pas de souci, on se coule l'arbre, il y a 15 000 candidats qui vont tomber. Par contre, si on leur dit il faut qu'ils prennent en même temps Lille-Amiens, Lille-Dunkerque, Paris-Beauvais, etc., et qu'on fait tout un mariage territorial, à ce moment-là, du coup, je pense que Lille-Paris, ça doit être une grande ligne, et tout le reste, c'est TER. C'est la plus chère de France. Oui, donc il y aura du monde. Peut-être que les prix vont baisser, peut-être. Mais sur les réseaux secondaires, entre guillemets, tout ce qui est TER, là, il y a un appel d'offres. Et j'avais lu un article dans La Voix du Nord, dont vous avez vu, la concurrence ferroviaire, Xavier Bertrand s'apprête à saisir l'ARAFAR, qui est l'agence de régulation des activités ferroviaires et routières, parce qu'il veut préparer son cahier des charges, mais la SNCF ne lui donne pas les renseignements nécessaires pour préparer son appel d'offres. Bon, je devais vous parler des politiques structurelles, je ne vous en parle pas. Politique structurelle, c'est-à-dire que vous avez des domaines dans lesquels intervient l'Union européenne, soit seule, ce qui concerne l'euro. L'euro, c'est pas une compétence partagée. Et puis des domaines dans lesquels il y a un partage de responsabilités, par exemple les transports. Alors les transports, je vous rappelle simplement les transports, que si vous voulez aller en Grèce, en partant de Charleroi, ou en partant de Lille maintenant, Oui. pour pas cher, Tous les jeudis. eh bien vous pouvez le faire pas cher. Oui, non, mais Oui, ça dépend. ça dépend. Ça dépend Ah ouais, si c'est pendant le week-end du 1er mai, mais pourquoi? Parce qu'on a libéralisé, le ciel est libre. Avant, si vous vouliez aller passer des vacances en Espagne, il fallait passer soit par Air France, soit par Iberia. Et si vous vouliez passer par British Airways, il fallait faire Paris-Londres, Madrid. Non. Comment? Au départ de Lille, il n'y a pas grand-chose. Ah bon? Ça commence, pour des raisons, on a voulu protéger Inter à l'époque, donc on n'a pas voulu des compagnies à bas coût comme Ryanair, et donc ils sont tous partis en Belgique. Mais Ryanair, c'est une société, c'est une compagnie irlandaise. Donc et la compagnie irlandaise fait des vols aussi à partir de l'île des Caps. Des vols internationaux, mais aussi des vols intérieurs, puisqu'elle fait l'île-Marseille. Donc tout ça, c'est grâce à l'Europe. Et puis, il y a aussi dans le cadre de la politique des transports, il y a toute la politique des infrastructures. Voilà, les autoroutes, le pont
qui traverse la Corinthe, là, au pont, c'est Patras, Oui, c'est Rio Antérieur. toutes les autoroutes qui maintenant sillonnent la Grèce, l'Odosegnata, tout ça, ce sont les investissements européens pour Les barrages aussi, les transports. Ben, oui, il y a des. C'est-à-dire que c'est le FEDER, Fonds européen de développement régional, qui accompagne, avec la Banque européenne d'investissement, qui accompagne les travaux. Et bon, je ne veux pas vous parler de politique régionale, mais si vous allez aux Halles de Lille, à Oiselle, en entrant avec le rayon poissonnerie à droite, vous avez un petit écriteau où c'est marqué que les Halles ont été financées en partie par le FEDER. Alors, pour ce qui est des transports, il y a aussi le problème des chauffeurs routiers. Alors ça, c'est le problème des chauffeurs routiers qui a été en partie résolu. Ce sont... Les chauffeurs routiers polonais, par exemple, les Roumains, les Polonais, donc, qui en fait viennent en France et qui, donc les entreprises qui n'ont pas les mêmes charges qu'en France, quoi, et qui viennent concurrencer les routiers français, et même des travailleurs qui, par exemple, sont obligés de rester en France le week-end, ils ne rentrent pas dans leur famille, ils peuvent partir pendant 3 mois, par exemple. Hein. Oui. Et donc, il y a une concurrence là. Est-ce que c'est vraiment une concurrence loyale? Ça a été réformé. Il y a peu de temps, donc il faut voir un petit peu ce qui s'est donné. Il y a la norme européenne et la norme française. Non, c'est européen, le temps de conduite. Dans le problème de la concurrence déloyale, il faut se souvenir que quand la Bulgarie, quand la Roumanie sont entrés dans l'Union européenne, quand sur l'autoroute, on voyait un gros nuage noir, on était sûr que c'était un camion bulgare. Aujourd'hui, si vous voyez un camion tout neuf, eh ben c'est soit un Polonais, soit un Bulgare, soit un Roumain. Et d'ailleurs, avec les enfants, maintenant on ne peut plus dire c'est quel département cette voiture. Maintenant on regarde c'est quel pays ce camion. Et vous verrez, si vous êtes sur l'autoroute, il n'y a pas beaucoup de camions français. Alors, le problème, c'est ce qu'on appelle le cabotage, qui part d'une bonne idée. Et je fais entre Bucarest, non pas Bucarest, parce que le Serbie fait partie. C'est Bucarest, je confonds avec. Les Bucarest, Paris. Non, pas Paris, je vais aller en Espagne. Je vais en Espagne. Barcelone, je livre mon produit, ma marchandise. Alors après, il faut que je rentre chez moi. Donc, on s'est dit, c'est un peu idiot de revenir à la vide. Ça pollue, et ça perd de temps, ça perd d'argent. Donc, on a autorisé le cabotage. C'est-à-dire que le camion à vide peut effectuer des transports au sein des différents pays qu'il traverse. Et c'est ça qui a donné lieu à plein d'abus. Plein d'abus parce que, tu dis, les chauffeurs dorment dans leur cabine, ils ne rentrent pas chez eux, ils sont payés au tarif roumain. Et donc, mais il y a eu une réforme qui a été faite il y a très peu de temps d'ailleurs, où on les considère, lorsqu'ils traversent la France, par exemple, comme des travailleurs détachés en France. Donc théoriquement, ils sont censés être payés au même tarif que les chauffeurs routiers français. Alors, on peut arriver à améliorer la situation avec des appareils de contrôle intelligents. Autant le travailleur détaché, enfin le plombier polonais, c'est difficile à traquer, autant un chauffeur routier, ce sera moins difficile, bien qu'encore difficile à traquer avec des appareils de contrôle routier. Mais effectivement, le problème, ça reste la concurrence déloyale, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes. Les tarifs ne sont pas les mêmes, et les gens rentrent pas chez eux. Alors maintenant, c'est limité, il faut qu'ils doivent rentrer chez eux, au bout de 5 jours, rester 5 jours chez eux. Enfin, il faut contrôler.
Oui, mais s'il n'y a pas de on contrôle. pourrait dire que tout produit peut être concurrent déloyal. Je fabrique un produit dans des pays de l'Est aujourd'hui où la main-d'œuvre est pas chère. J'exporte en France à 3 fois moins cher que la main-d'œuvre là-bas. Oui, on En peut le France, dire. on peut dire que. Ah, on peut le dire. Si je paye un produit effectivement qui arrive à 3 euros alors qu'en France on le fabrique à 10, Mais tout produit fabriqué malheureusement, c'est qu'au sein de l'Union légalement européenne. dans un État Ah oui, membre, bah c'est voilà, vrai. Ah oui, Donc, donc tout produit. avec du dumping social comme celui-là, on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui soient contre. Bien sûr, c'est évident. Ça, c'est évident. Et il y a beaucoup d'exemples. Bah oui, énormément. Bon, et ce problème, j'allais dire, du cabotage, ne concerne que les poids lourds, c'est-à-dire les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Parce que, après, vous avez toutes les petites camionnettes Ouais, qui tout à fait. font maintenant, Oui, ça, et qui sont immatriculées en Pologne, en Roumanie. Oui, Il dans n'y a, la pub. il n'y a pas de législation. On passe partout. Ils passent partout, il n'y a pas de législation. Donc, vous les faites travailler comme vous voulez. Et puis, bon, après, leur demander, vous êtes en France depuis combien de temps? Bah, je suis arrivé ce matin. Bah oui. Bah oui, il n'y a pas de contrôle, possible. Alors, je ne vais pas vous parler, je devais vous parler de la citoyenneté européenne. Je ne vais pas vous en parler. Sachez-vous quand même qu'il existe en Europe ce qu'on appelle, alors j'avais noté ici, J'aurais une question. le droit de pétition. Oui. Ça veut dire quoi, citoyenneté européenne? Bah, c'est le fait d'avoir la citoyenneté européenne en plus de sa citoyenneté française. D'ailleurs, quand vous regardez votre passeport, c'est marqué Union européenne. Oui. Le cœur de la citoyenneté, c'est de voter et de pouvoir être élu. Alors, voter Donc, c'est politique. aux municipales et aux européennes. Après, vous avez la protection diplomatique. Mais ça donne droit des droits particuliers. Non, Non, par voter. Ah si. Il y a la protection diplomatique, c'est-à-dire que si vous allez dans un pays où il n'y a pas de consulat français ou pas d'ambassade, on peut aller dans un autre pays, au consulat d'un autre pays de l'Union européenne. Et il y a le droit de pétition, qu'on appelle le droit d'initiative citoyenne européenne. C'est comme le référendum mensuel. Je crois plus d'1 million de personnes. Oui, il faut 1 million de Signe, personnes. Voilà, et à ma connaissance, il y a eu 4 initiatives comme celle-là qui sont arrivées à la Commission, qui ont donné lieu ensuite, puisque c'est la Commission qui a le droit, qui a l'initiative des lois en Europe, et donc ça aboutit à une loi. Si, oui. Enfin, elle doit prendre position. En tout cas, Elle doit prendre la position. Commission européenne est obligée Statut. de statuer et de proposer une loi. Voilà. Alors, il y a une coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Bon, ça, je ne développe pas parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et puis aussi une coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, donc justice pénale et justice civile aussi. Justice civile qui se comprend parce que ça va de pair avec la liberté de circulation des personnes. Donc, le droit de la famille, par essence, c'est... le droit de la famille, ce sont les États membres qui en sont maîtres. Mais l'Europe a mis en place des systèmes de régulation pour trouver la juridiction compétente et le droit applicable uniforme, pas simplement sur les règles du droit international privé, parce que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si je suis français, je me marie en Allemagne avec une Italienne, et puis j'ai un enfant au Portugal d'une part, après j'en ai un autre en Suède, et je divorce en Estonie, il faut... on peut arriver à trouver une solution par le biais des règles du droit international privé, qu'on appelle la science des broussailles, pour vous dire. Donc là, on met en place un système, et tout récemment, il y a eu un règlement sur les successions. On va savoir quel droit appliquer aux successions si vous avez un immeuble en Grèce, un autre au Portugal. Ça fait partie, c'est normal. Je veux dire, il y a une immixtion
dans la vie privée, entre guillemets, mais qui est parfaitement justifié. Alors, on va faire un petit peu de politique, on va changer carrément, on va plus parler de l'Europe économique, on va parler de fonctionnement de l'Europe. Alors, tout d'abord, les sources du droit européen. Vous avez deux sources principales, le règlement et la directive. Le règlement, c'est comme une loi, ça s'applique. Alors, c'est voté en général par le Parlement européen, on verra ensuite comment c'est la procédure. Donc, une directive, ça s'applique tout de suite, pas besoin de passer par le Parlement national. Ensuite, le règlement, oui. Et c'est une loi, puis après vous avez la directive. La directive, ça c'est ce qu'on appellerait en droit français la loi cadre, où on dit aux États membres, eh bien voilà une directive, vous devez la transposer dans votre droit national dans un délai de 4 ans, mettez en œuvre les moyens que vous souhaitez. Alors, le problème des directives, c'est qu'elles sont de plus en plus précises. Elles sont de plus en plus précises, donc le parlementaire national a plus beaucoup de travail, et notamment en France. Donc en France, on a un problème de surtransposition des directives. C'est-à-dire que le législateur français va au-delà de ce qui est prévu par la directive. C'est parfaitement légal, ça s'applique aux Français, mais ça ne s'applique pas aux autres États membres. Par exemple, en matière d'agriculture, les paysans ont beaucoup protesté parce qu'il y a eu une surtransposition des directives, en ce sens qu'on a ajouté à la directive des dispositions qui n'étaient pas prévues, qui ne sont applicables qu'aux Français et pas aux étrangers, ce qui peut créer des distorsions de concurrence. Est-ce qu'on peut dire que 80% des lois sont imposées par loi, comme on l'entend parfois? Oui, ben je vais finir sur les directives, tout simplement parce que vous avez dû entendre parler d'un projet de loi qui porte la suppression de sous-transposition des directives européennes en droit français, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est une initiative gouvernementale, le gouvernement s'est aperçu qu'effectivement, surtransposer les directives, c'était quand même pas nécessairement intéressant. Alors, quand on dit, est-ce que 80%, je ne connais pas le pourcentage, mais il faut savoir, que les règlements, ils s'appliquent. 2, les directives aussi. Après, vous avez encore un espace pour le législateur national. Si le législateur national veut modifier la procédure de divorce, il fait ce qu'il veut. Ça ne concerne pas l'Union européenne. Mais s'il prend des mesures dans un domaine autre, un domaine économique ou en matière de transport, il faut qu'il soit toujours en accord avec le droit européen. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des domaines qui sont des compétences de l'Europe et d'autres qui ne sont pas des compétences de l'Europe? Il y a des compétences qui sont des compétences exclusives, des compétences européennes, c'est surtout ce qui est économique, et puis des compétences qui restent à la disposition de l'État, donc tout ce qui est les fiscalités, le droit de la famille et la défense. Mais il y a de plus en plus de domaines où il faut respecter le droit européen, même s'il n'y a pas de directive, même s'il n'y a pas de règlement, il faut appliquer. Il faut appliquer le droit européen, parce que si vous ne le respectez pas, eh bien, la Commission peut saisir la Cour de justice. Donc là, il y a un autre problème aussi qu'on peut évoquer, c'est le problème de la hiérarchie des normes. Alors, on va y arriver, c'est pas... Donc j'en étais au d'avoir vous avez le règlement et la directive. Alors après, comment on met en œuvre ce droit européen?
Eh bien, le droit européen, il a ce qu'on appelle un effet direct. Alors tu vas en parler, c'est l'arrêt Van Gedenlos qui date de 1963. Ah, c'est bien, hein, qui dit que le droit européen s'applique directement aux États et aux particuliers, et qui peuvent s'en prévaloir sans qu'il soit besoin de l'intervention du législateur national. C'est-à-dire que vous avez un règlement, le règlement s'applique. On ne demande pas l'avis du Parlement français pour le mettre en œuvre, une fois qu'il est voté, s'entend, pour le mettre en œuvre en France. Et puis, vous avez la primauté du droit de l'Union sur le droit national. Ça veut dire simplement que le droit communautaire, enfin le droit européen maintenant, est supérieur au droit national. Donc si j'ai des arrêts... Encore Mais, hein? Encore un grec? Non. C'est un Italien, mais il s'appelle Costa. C'est date de 1964, où justement la Cour a dit le droit européen est supérieur au droit national, même supérieur à une loi française. On va prendre l'exemple, vous avez un règlement européen qui date de 2016, on fait une loi française en 2018 et qui est contraire au règlement, le juge national ne va pas appliquer la loi de 2018 parce qu'elle est contraire au règlement de 2016. Donc, hiérarchie des normes... Est-ce qu'il est même supérieur à la Constitution? Alors là, c'est un vaste débat. Ça dépasse un peu mes compétences. Enfin, il y a eu des résistances. Mais on a changé la Constitution. Alors là, je ne suis pas un constitutionnaliste. Et dans la Constitution, on a indiqué que la France faisait partie de l'Union européenne. Donc, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas ni les directives, ni les règlements. Et donc, a priori, c'est pas supérieur, mais au moins c'est égal. Et quand on a une disposition européenne qui est contraire à la Constitution, on modifie la Constitution. C'est arrivé à plusieurs reprises, notamment après le traité de Lisbonne. On réunit le Congrès et puis on modifie la Constitution pour la mettre en conformité avec le traité. Enfin, c'est pas ça devrait être l'inverse, mais enfin, c'est comme ça. Donc vous avez le droit communautaire, effectivement, le droit européen qui prime le droit national, et le juge français a l'obligation de ne pas appliquer le droit français contraire au droit européen. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est une construction jurisprudentielle, ça n'émane pas d'un texte. C'est pour ça que certains disent que il y a un problème de démocratie, quoi. Puisque le gouvernement des juges. Mais on parle d'un problème du gouvernement des juges. Voilà, c'est ça. Mais on peut aussi en même temps revenir dessus. Est-ce qu'on peut revenir sur les traités? Alors, non, c'est pas un traité, ça. Oui, C'est la jurisprudence. Alors, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, j'en parlais puisque ça fait partie des institutions, donc c'est la Cour de justice qui s'occupe des conflits entre les particuliers et la Commission. On a refusé ma fusion, je saisis soit le tribunal, soit la Cour. Je suis la Commission, je poursuis la France parce que, en recours au manquement, parce qu'elle n'a pas transposé dans le délai prévu la directive relative à la protection des oiseaux sauvages. Je peux faire des recours, la Cour de justice s'occupe de tout ça. Et emprunter au droit anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle le principe du précédent. C'est-à-dire qu'en France, ça n'existe pas. En France, ça n'existe pas, ça existe de fait, mais pas en droit. La Cour de cassation rend un arrêt
théoriquement, les tribunaux ne sont pas obligés de suivre la décision qui a été prise par la Cour de cassation. Alors que l'emprunt au droit anglo-saxon fait que, dès que la Cour a statué, c'est le principe du précédent, elle est obligée de statuer comme ça. D'ailleurs, si vous voyez les films américains avec des avocats, hein, ils sont toujours en train de citer l'affaire du genou contre l'affaire Attel, l'affaire du genou. Ben, c'est ça, enfin, c'est le principe du précédent. Nous, c'est du droit écrit, on va dire que c'est l'article 442 bis de la loi, et eux disent non, c'est l'arrêt. Est-ce que la jurisprudence peut être considérée comme précédent? Laquelle? Non, c'est un acte. On fait référence à une jurisprudence. C'est précédent. Mais ça veut dire que le législateur, enfin le législateur européen peut revenir dessus. Oui, parce que c'est pas dans le C'est pas dans le traité. Oui. Bon, alors, si on veut le mettre dans le traité, il faut quand même une unanimité. Hein. Donc, tous les membres. oui, tous les États membres. Mais c'est vrai que c'est une création jurisprudentielle, c'est vrai qu'on peut la critiquer, mais aujourd'hui, les tribunaux sont obligés de l'appliquer en vertu du principe du précédent. Et puis si on veut revenir dessus, il faut une modification du droit européen, et il faut l'unanimité des États membres, ce qui n'est pas évident. Alors, c'est possible. C'est toujours possible. Je reviens à mon problème de TVA. Mon problème de TVA avec M. Chirac, il a fini quand même par avoir son unanimité, mais bon, c'est compliqué. Il faut faire plaisir à tout le monde. Si on prend l'exemple de la TVA, c'est une recette pour l'État. C'est une recette aussi pour l'Union européenne. C'est pas grand-chose, c'est 0,3%, mais c'est quand même une recette. Bon, et moi, si je dis, bon, les Français, c'est bon, vous pouvez avoir votre pain à 0% de TVA. Mes électeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dire, moi, je paie 5%, enfin, si je suis belge, je veux dire, moi, je paie 5%, et l'autre est à 0, là, il y a un problème. Donc, c'est très, très, très compliqué. Sur le principe, oui. Quand il y a vraiment un problème de concurrence, mais sincèrement, on ne va pas faire 50 km pour aller passer la frontière pour aller manger dans un restaurant, le taux de TVA il sera inférieur de 5%. On va pas aller habiter en ville de Casse, acheter notre part à tourner parce que la baguette, je viens d'aller le sera à 95 centimes. C'est plus un problème de concurrence, c'est un problème de politique. Parce que vous êtes d'accord pour que le français paie 0% et moi vous faites payer 5%. Prochaines élections, je vous ai, je ne vote plus pour vous. Non, mais sur deux États différents, moi je disais sur deux pays différents. Il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas nécessairement d'incidence. Par exemple, sur des achats importants, je ne sais pas, automobiles ou autres, où là, effectivement, le taux de TVA, parce qu'on peut passer la frontière et faire 200 km pour acheter une voiture à 10 ou 20 ou 30 ou 40 000 euros. Mais je veux dire, sur des produits, sur des services ou des produits basiques simples, tels qu'un repas au restaurant, ou de la baguette de pain, ou de la viande ou du poisson, peut-être. On ne va pas les faire des dizaines de kilomètres parce que le taux de débat de l'autre côté de la frontière, il sera plus bas. C'est la sanction politique, c'est la sanction des élections dont je parle. C'est pas non plus. Donc, à la limite, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien imaginer que sur un certain nombre de produits qui seraient listés, chaque État à l'intérieur de ses frontières pourrait avoir une liberté, parce que la liberté, elle existe pour faire augmenter le taux. On a besoin d'une unanimité. Par contre, alors, on peut décider de le monter à 20, on ne demande rien, tout le monde est d'accord. On veut revenir à 15, au taux qui était précédent 10 ans avant, là, il faut l'unanimité. Il y a des aberrations. C'est plus difficile de gérer une diminution qu'une augmentation, parce qu'une baisse de TVA n'a jamais fait baisser les prix. Par contre, une augmentation de TVA fait baisser les prix en taxes. Moi, je peux vous en parler par expérience, parce que, comme avocat, pendant très longtemps, les honoraires n'étaient pas taxés à la TVA, on ne payait pas de TVA. Et puis un jour, on nous a dit, ben, maintenant, vous êtes assujettis à la TVA. Donc du jour au lendemain, on a les honoraires qui augmentent. À l'époque, c'était 19,6%. Excusez du peu. Prestation de service, c'est pas. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas une station-service, je ne suis pas l'État. Donc mon prix hors taxe, nécessairement, on est obligé de baisser. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des différences de prix entre les voitures. Si vous achetez votre voiture en Belgique, elle est moins chère qu'en France, hors taxe.
tout simplement parce que la TVA en Belgique est plus importante qu'en France. Voilà, j'ai encore 2 institutions, 3, 4 institutions. On pourrait donc revenir en France à la taxe sur les produits de luxe à 33%. Oui, c'est pas interdit. Ce serait pas très malin. Qui a été supprimée en 82. Oui, mais c'est Ça possible. amène beaucoup d'étrangers à acheter chez nous, hein, quand même. Il n'y a pas de maximum. Enfin bon, il faut mieux éviter quand même de côté la TVA, c'est plus sûr. Donc la Commission européenne, vous en avez entendu parler, 28 commissaires, un commissaire par État. La Commission, pour faire vite, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif de l'Union européenne, c'est elle qui exécute les traités, c'est elle qui surveille la bonne exécution des traités et qui a le monopole de la proposition en matière devant le Parlement. La Commission est quand même pas tout à fait, enfin elle est indépendante, elle représente l'intérêt des États, mais il y a le rôle du Parlement qui est important. C'est-à-dire que la Commission, on le verra aux prochaines élections, se présente devant le Parlement européen. Et chaque commissaire se présente devant le Parlement européen. Et le président de la Commission doit être issu du parti majoritaire au Parlement européen. C'est-à-dire que si le parti majoritaire est de droite, comme c'est le cas aujourd'hui, le président est de droite, comme ce Juncker, qui est le cas aujourd'hui. Si demain le Parlement est gauche, le président sera de gauche. Et chaque commissaire passe son examen, passe un oral en quelque sorte, devant le Parlement, et puis parfois il y a des recalés, parce qu'ils n'avaient pas démissionné de toutes leurs fonctions, parce qu'ils n'étaient pas très honnêtes. Et puis la Commission peut faire l'objet d'une notion de censure. Alors là je fais de l'histoire, mais souvenez-vous, la Commission Santer en 1999, qui avait dû démissionner, avec Madame Cresson, qui avait donné un emploi fictif à son dentiste. Et puis en 2012, il y a le commissaire Belté, M. Daly, qui a dû démissionner parce qu'il était poursuivi pour corruption. Il s'occupait de la santé et puis il touchait des pots de vin, des sociétés de la morale. Et puis bon, monsieur Juncker a eu des problèmes aussi, enfin, on l'a laissé tranquille. En 2014, avec le système d'évasion fiscale avec l'Eclipse. Bon, il y a eu une motion de censure qui a été rejetée. Et puis en 2018, il y a une autre affaire, c'est l'affaire Selmar, on en entend beaucoup parler, mais c'était le chef, le patron des fonctionnaires de l'Union européenne, M. Selmar, qui a été nommé bizarrement par M. Juncker. Et ça... c'est l'allemand, c'est allemand. Oui, ça c'est tout récent, ça. Oui, en 2018, oui. Il est passé comme à ça, travers tous les trous. Voilà. Et bon, on va envisager une motion de censure, mais comme le temps, il y avait les élections de 2019 qui approchaient, le temps n'est pas très bon pour le parlementarisme, on a laissé tomber. Enfin, on parle toujours de la Commission, en disant la Commission, c'est ce qu'elle veut. Ben non, il y a quand même il y a un contrôle du Parlement européen. Alors ensuite, 2 institutions dont je vais vous parler. Alors les commissaires, nous on a M. Moscovici qui s'occupe des affaires économiques et financières, on le connaît. En Grèce, c'est M. Dimitris. Oui, bravo. Et le président. Il s'occupe des migrations et de la citoyenneté. C'est ça. Oui. Le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Skinas, non, c'est pas Skinas, non. Non, il a été élu le 2 avril. Ils ont attendu le lendemain. Pas longtemps. Ah oui, non, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est M. Sicilianos. Ah, c'est bien. Et c'est un grec. Il faut faire attention. Bah, on va se faire envahir. Ceux qui ont les postes de pouvoir, c'est plutôt des Allemands. Hein. Voilà, là, c'est...
Non, c'est quand même Les important. autorités Hein. sont partout, hein, la commission. Ouais, C'est ouais. partout. Mais aussi là où c'est le plus Ah ouais. important. Quoi. Plus important. Alors après, vous avez le Conseil. Le Conseil européen, en vitesse, ce sont les chefs d'État. Les chefs d'État, ce qu'on appelle les sommets européens. Les chefs d'État, chefs de gouvernement se réunissent 4 fois par an, plus si affinité, pour donner des élans, j'allais dire, politiques à l'Union. Et ensuite, vous avez le Conseil